Alors, si j'en crois mes réseaux sociaux, un seul sujet occupe actuellement la toile, voire le monde, les élections législatives et l'arc républicain. Pourquoi? Un élément de réponse se trouve dans la bulle informationnelle ou bulle de filtrage. C'est un concept d'Eli Pariser développé en 2011 qui explique ceci. Cette bulle est l'état dans lequel se trouve un internaute lorsque les informations auxquelles il accède sur Internet sont le résultat d'une personnalisation mise en place à son insu. Bref, est-ce la faute aux algorithmes? Pour en débattre, à ma droite, Derval MacDonald, journaliste et autrice en Irlande, et Cyril Malargé, à ma droite aussi d'ailleurs, directeur général de Soprasteria. Alors, on va commencer par une première question. Cyril, s'il vous plaît. Y a-t-il un enfermement des internautes? Est-ce un mythe ou une réalité? Bien, écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quand on parle d'enfermement des internautes, on parle de bulle informationnelle, on parle de désinformation. Donc ce n'est pas un sujet nouveau, parce que ça existe depuis, j'ai envie de dire, l'aube de l'humanité. Simplement, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est la caisse de résonance offerte par les réseaux sociaux, avec effectivement des algorithmes, et puis, j'ai envie de dire, depuis un an et demi maintenant, des algorithmes dopés à l'intelligence artificielle, et en particulier l'IA générative. Ces algorithmes, ils utilisent des faux comptes pour déployer des fausses informations. Et quand on parle en réalité des réseaux sociaux, il y a deux phénomènes qui apparaissent. Le premier, effectivement, c'est l'enfermement algorithmique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, je suis un individu, je navigue sur le net, je me vois proposer uniquement, quasiment systématiquement, du contenu qui correspond à mes aspirations, à mes préférences, à mes opinions, à mes schémas de pensée, et rien d'autre. Ça, c'est l'enfermement. Et puis, vous avez un deuxième phénomène qui est la désinformation, où là, la désinformation, en tout cas les auteurs de désinformation, utilisent les réseaux sociaux pour propager de manière virale des fake news, ce qu'on appelle des deepfakes, donc des vidéos manipulées par l'intelligence artificielle, etc., etc. Quelques chiffres pour expliquer que ce n'est pas un mythe. C'est une réalité très clairement. Premier chiffre, le nombre de deepfakes, vidéos manipulées par l'intelligence artificielle, en France, a été multiplié par 10 entre 2022 et 2023. Par 10. Deuxième chiffre, Facebook, en 2021, juste pour l'année 2021, a supprimé 8 milliards de faux comptes. Donc ils ont supprimé l'équivalent de la population mondiale en faux comptes. Et pour dire que c'est un sujet particulièrement sérieux, une ou deux autres informations à partager. L'OCDE, cette année-là, en 2024, a publié, considère que la menace informationnelle constitue pour les 2 années à venir la deuxième menace à l'échelle mondiale. Et puis, dernier point que je veux souligner, parce que Soprasteria, notre entreprise de services numériques, s'est beaucoup engagée sur ce sujet-là. On a fait un sondage avec l'Institut Ipsos auprès des Français. C'était en février 2024. Et qu'est-ce qui ressort? Près de 3/4 des Français considèrent que la désinformation peut générer de la violence. Et près de 3/4 des Français considèrent que ça peut mettre à mal l'harmonie des démocraties. Donc, mythe-réalité, très clairement une réalité et qui n'est pas complètement sous contrôle. Alors, Derval, je vais avoir exactement la même question pour vous. D'un point de vue de journaliste, d'autrice, c'est un mythe ou une réalité? Premièrement, je suis très heureuse d'être parmi vous cet après-midi. Mes liens avec la France sont profonds grâce au Centre culturel irlandais, dont je suis membre du conseil d'administration. Mais pour votre confort et pour la raison pratique, je vais parler en anglais.
Il est impossible de ne pas être d'accord avec Cyril. On vit dans un âge de cynisme et lorsqu'il y a des crises de confiance, donc il y a le secrétaire général des Nations Unies qui a identifié l'urgence climatique et la menace posée par les entreprises numériques particulièrement, y compris l'AI générative comme une menace existentielle qui aggrave les divisions et qui élargit qui attaque les droits de l'homme dans le monde entier. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et entre les algorithmes et les citoyens, nous perdons dans cette guerre et dans l'idéologie ainsi que le terrain de jeu entre les tech pros, le capitalisme turbochargé de la Silicon Valley contre le futur de l'humanité. Et là, véritablement, c'est très réel. Et nous allons perdre cette bataille également en termes. Donc, l'Internet nous a donné une grande espoir d'utopie, mais c'est devenu un zombieland, un marais où les humains s'embarquent entre les deux. Et donc, bien sûr, il y a également des connexions. Et vous savez, on peut dire, bon, c'est comme Cyril l'a dit, la désinformation, la radicalisation de groupes vulnérables, bien sûr, c'est pas nouveau, mais on essaie de faire basculer l'opinion publique d'un sens ou dans l'autre. Mais ce qui est nouveau, peut-être, ce qui a changé, c'est à la fois la vitesse et l'échelle à laquelle ceci se produit. Est-ce que nous allons voir avec l'AI générative, l'IA générative, c'est des risques d'armes génératives. Donc nous, les citoyens et les sociétés et les économies, nous devons gagner cette guerre. Et ceci a des conséquences, de même que sur la terre, la mer, etc. Partout, cette bataille pour l'information et la perception est extrêmement réelle. Bien sûr, c'est la guerre de quatrième génération. Et je pense qu'il est important de dire qu'on ne parle pas ici de la marque de la civilisation, de société, civilisation, de démocratie. C'est le droit de liberté d'association, de former des communautés, de former une sous-culture et d'avoir de la diversité. Ce n'est pas ce dont nous parlons. Nous parlons ici des gens de la radicalisation ciblée de groupes vulnérables. On l'a vu pendant le Covid, on l'a vu dans d'autres domaines, particulièrement avec l'année conséquentielle des élections, y compris votre propre élection. Donc, nous en avons en Irlande du Nord. Donc, ce qui est important, et pour dire que de dire que c'est un mythe, ce serait une insulte pour tous. Et on a entendu aussi comment Internet, utopie, est en train de devenir un zombieland. J'imagine que ça pose des questions démocratiques. Est-ce que ces bulles sont, comme le disait Giuliano d'Empoli, le fait d'ingénieurs du chaos, ou peut-être les algorithmes sont-ils nécessairement des idiots? Derval, sorry. Yeah, no, look. Non, les algorithmes sont ce qu'on programme. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut réfléchir un petit peu à ce qui est en jeu. Parce que nous savons que les paysages des médias sociaux est une menace à la démocratie, à l'état de droit. Et si nous n'avons pas une réalité assurée, comme quelqu'un l'a dit précédemment, donc avant Cyril, Fabien et moi, on a dit que si on n'a pas une réalité partagée, si nous n'avons pas un certain niveau de confiance. Il ne faut pas nécessairement être d'accord sur tout, mais on doit pouvoir partager les réalités, discuter des réalités. Parce que si on n'a pas la connaissance et la confiance, on n'aura pas la paix, on n'aura pas la démocratie, on n'aura pas l'état de droit. Et je pense que la vraie question, encore une fois, c'est facile de dire que voilà, c'est un mythe, mais c'est également de spécifier les risques. Mais pour moi, c'est une question de confiance. Je ne suis pas anti-concurrence, je suis journaliste, je crois à la liberté d'expression, mais je pense que la vraie question, c'est est-ce que nous faisons confiance aux entreprises de médias sociaux? Et malheureusement, dans le passé, donc comme cela, on l'a vu, malgré on voit que même le mouvement R&D évolue très rapidement. Et donc, on sait que les choses qui se passent, c'est la perte du consensus public qui se passe. Et dans
Dans le passé, lorsqu'on a voulu la confiance des grandes entreprises, que ce soit la protection des enfants, la vie privée, protection de la vie privée, ou donc les informations sur la santé ou les finances. Et ça, c'est une vraie question. Et pourquoi est-ce que c'est important? Il y a toujours eu une concentration de pouvoir lorsqu'on en vient du monde des médias, etc. Mais je voulais faire la différence, à savoir la consécration et la richesse d'un groupe d'hommes. On les connaît simplement souvent par leur surnom, Zuckerberg, Steve, Musk et autres. Cette concentration de pouvoir et de contrôle de ces technologies qui en fait pose une des grandes menaces pour la démocratie. Et je pense que c'est l'être une des batailles uniques et de bataille de démocratie entre le capitalisme ultra chargé et nous, on vous demande de développer avec nous et pas contre nous. Cyril. Confiance, de la sécurité, de la liberté en même temps. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont ces enjeux démocratiques à vos yeux? Déjà, il faut être conscient que c'est un vrai sujet, quoi. Donc, David l'a dit, hein, qu'est-ce qui est en jeu? La démocratie, la capacité à être souverain quand il y a une ingérence étrangère qui va manipuler les élections. Hein. Par exemple, ce qui s'est passé en Slovaquie aux dernières élections européennes, hein, où un candidat progressiste a été victime d'un deepfake et qui a été favorable à un candidat pro-Poutine. Et donc, si on n'est plus capable de distinguer le vrai du faux, si même la vérité scientifique ne met plus d'accord personne, là, on a un danger. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? C'est il faut en être conscient et ne surtout pas ignorer. Je rappelle que 60% des Français ne s'informent que par réseaux sociaux et 80% des jeunes. Donc là, on est en train de parler de l'avenir en plus, hein, 80% des jeunes. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est l'éducation, c'est la sensibilisation. Si dans la scolarité, on ne fabrique pas une vraie culture générale solide, si on ne développe pas le sens critique pour pouvoir justement faire la part des choses, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en place, de la techno, de la régulation, etc. Ça ne sera pas suffisant. Donc, pour moi, la priorité absolue, c'est de sensibiliser, mais au-delà des séances de sensibilisation qui sont déjà en place en quatrième et en première, hein, c'est pas très efficace quand même. Hein. Il faut quelque chose de beaucoup plus solide, une colonne vertébrale, et faire en sorte que nos jeunes puissent être dotés d'un sens critique et d'une vraie culture en général. Et puis, il ne faut pas s'arrêter là, parce que plus tard, en entreprise, hein, par exemple, nous, on a mis en place des formations sur la cybersécurité qui sont obligatoires. Je ne vois pas pourquoi, finalement, on ne sensibiliserait pas aussi nos collaborateurs sur ce sujet-là qui est au moins aussi grave. Ensuite, deuxième sujet, il y a la régulation. Donc ça, j'imagine que Derville en parlera, mais c'est tout neuf, hein, le Digital Service Act, l'AI Act, ça vient juste de sortir, donc on n'a pas de recul par rapport à ça. Mais moi, je suis convaincu, comme toutes les régulations, ce ne sera pas suffisant. Il faut l'associer à des moyens qui viennent du privé, d'accord, et en particulier des moyens technologiques. Si l'IA nous attaque par des deepfakes, on peut aussi utiliser l'IA pour nous défendre. Et typiquement, quand je vois Axel Daucher développer son Democratic Shield à l'occasion des élections européennes, c'est le fondateur de Make.org, il a une initiative formidable. Quand je vois ce que nous faisons aussi, nous, chez Soprasteria, avec le cercle Pégase, typiquement, si on est capable d'avoir une puissance publique qui dit « moi, je définis la stratégie de défense de la nation », parce qu'on en est là, hein, vis-à-vis de ces attaques-là, et je m'équipe de moyens fournis par les industriels technologiques, là, l'IA peut aider. Observatoire de la désinformation, détection, traitement des fake news, fact-checking, labellisation, certification de contenu. Et donc, quelque part, c'est un complément qui peut être très utile, animé par la puissance publique. Mais je reviens sur mon point qui est pour moi fondamental, c'est l'éducation et la sensibilisation. Alors, on a des premières pistes qui sont évoquées. Régulation des moyens, sensibilisation, éducation. Derval, qu'est-ce que vous proposeriez de votre côté, s'il vous plaît? Nous devons être d'accord, nos droits et la sphère sociale doivent être protégés. C'est les fondamentaux. C'est à partir de ça que nous devons travailler. Je pense que l'une des grandes expressions de cette bataille idéologique
entre le capitalisme boosté, représenté par les États-Unis, la Silicon Valley, et une approche plus basée sur les citoyens qu'on a vu en Europe. On a vu ceci, vous l'avez mentionné, certaines des réglementations, que ce soit le DigiPur, le Digital Service Act ou le décret sur l'intelligence artificielle. La réglementation peut faire tout son travail, mais la réglementation souvent porte avec elle ses propres risques. Par exemple, si nous avons des réglementations bien conçues, ça peut conduire à de la censure, ça peut conduire à un excès de contrôle ou à conduire à des politiques qui ne vont pas fonctionner comme prévu. Ce qui manque également, me semble-t-il, et ceci a été exprimé par des entreprises, qu'ils ont toujours peur de manquer, donc lorsqu'il y a différents paysages réglementaires, etc. Et donc, je pense que véritablement, ça revient au gouvernement dans le monde entier d'essayer de répondre à ces normes. C'est intéressant d'être en Irlande, où beaucoup des quartiers généraux, des sièges des grandes entreprises tech européennes sont situés. Donc ceci a conduit à une législation qui a été supprimée et beaucoup des innovations viennent à la résultat de cas présentés dans ce petit pays avec seulement 6 millions d'habitants. Nous, on comprend les avantages et les inconvénients de la réglementation. Je pense que la réglementation est une épée à double tranchant, mais bien sûr, il faut avoir des bonnes normes. Et donc, je pense que ce sera d'abord une bonne collaboration au niveau international, l'Union européenne, pour développer des normes qui vont impliquer les gouvernements, les universités et les citoyens. Devront être vraiment enracinés. Et ce qu'il faut faire, c'est donner le pouvoir aux citoyens pour faire descendre le pouvoir au niveau des citoyens. On va tous avoir, si ce n'est pas là, des gens qui vont négocier des données, des gens qui vont gérer l'utilisation de notre information. En tant que journaliste et auteur, moi j'ai quelques inquiétudes sur l'IA, notamment les droits d'auteur et l'utilisation de ma propriété intellectuelle. Et récemment, je suis allé sur ChatGPT, j'ai demandé une biographie d'Urban McDonald et ce qui était sorti, c'était assez inquiétant en termes d'imprécision. Et donc, je lui ai demandé d'écrire un contenu et donc donc il y a vraiment des risques et des avantages, mais tout ceci, ça revient au qui garde les gardiens. Et la meilleure antidote pour les compagnies médias, c'est de monter les normes, d'imposer des normes. C'est à la salle. On vient d'entendre que les citoyens doivent avoir un rôle actif, mais on voit que les citoyens, sur d'autres sujets, semblent se désintéresser. Je pense par exemple à l'abstention aux élections. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction et comment la résoudre? Est-ce que vous avez des propositions, justement? Est-ce qu'on peut redonner de la place aux citoyens dans la compréhension et la gestion de ces réseaux sociaux? Les citoyens se désintéressent, ça dépend. Quand il y a le feu au lac, ils s'intéressent à nouveau. Hein. Quand on regarde ce qui se passe en ce moment pour les élections en France, après 20 ans, on va dire, de baisse de participation, ça repart en flèche, on sait pourquoi. Ce qui prouve bien, et d'ailleurs c'est rassurant, c'est qu'à un moment donné, quand il y a besoin de se mobiliser, parce que justement, il y a un danger pour la démocratie, finalement les citoyens retrouvent, on va dire, leurs fondamentaux et se mobilisent. Donc quelque part, moi je trouve que c'est un geste d'espoir. Après, je pense que ça ne suffit pas. Je reviens toujours sur l'histoire de l'éducation, la sensibilisation, etc. Il faut structurer les choses. Il faut donner des colonnes vertébrales. Il faut construire dans la durée. Il faut donner des bases aux citoyens de compréhension sans être dogmatique. Et il faut le faire à chaque étape de la vie. Voilà, moi je pense que c'est quelque chose de fondamental et ça viendra justement appuyer la réaction des citoyens. Mais moi je suis plutôt positif par rapport à ce que je vois aujourd'hui, en termes de réaction en tout cas. Hein. Voilà. Oui. I agree with Cyril, but... Je suis d'accord avec Cyril, mais il y a une chose que l'on ignore ici, c'est qu'on part de l'hypothèse que toute la négativité autour de la bulle d'information est faite par des mauvais acteurs ou des acteurs non étatiques. Beaucoup des bulles d'information et beaucoup des désinformations, des informations ont été faites par des politiciens, ont été faites par des gens qui
dont on n'attend pas ça. Et donc, c'est important. Donc, et il est important de se souvenir que ce n'est pas simplement des méchants. Il n'y a pas que des méchants. Il y a une grande variété de gens qui manipulent l'information. We got time for questions from the audience. So, microphone, please. Hello. Pardon, pas tant parler que ça des bulles informationnelles dans le sens des bulles hermétiques où finalement, au-delà des fake news ou des deepfakes, on est chacun dans notre bulle et on ne s'informe que avec des gens qui ont plus ou moins la même opinion que nous. Et les élections actuelles le montrent. Il y a 2 bulles complètement hermétiques et à Paris, on ne comprend pas du tout ces gens qui votent RN. Et à Perpignan, où je travaille parfois, je suis journaliste, les gens disent « mais moi je connais personne qui vote Macron ». Comment on fait pour lutter contre ces bulles-là? Et est-ce qu'éventuellement, il ne faudrait pas réguler, je sais que c'est difficile, les algorithmes quoi, pour qu'on ait finalement accès et on soit en contact avec des opinions qui ne correspondent pas aux nôtres, mais qui peuvent peut-être, voilà, qui existent et qui nous permettent de penser à autre chose, quoi. C'est vrai qu'on trouve des bulles un peu partout. Hein. On trouve des bulles dans la politique, on trouve des bulles dans l'économie, on trouve des bulles même dans le sport, hein, si je peux me permettre. Donc finalement, aujourd'hui, quand on regarde le monde, c'est une somme de bulles qui ne se parlent pas beaucoup, hein, et un peu partout, hein, ça c'est vrai. Et je vais rester très humble, hein, je ne prétends pas avoir la solution. C'est pour ça que moi je pense que l'éducation, ce n'est pas une réponse à tout, mais c'est une condition en tout cas absolument sine qua non. Après, je pense que la transparence de l'information, et là par rapport à ça, le rôle des médias traditionnels, je suis désolé, mais aujourd'hui on peut se poser des questions sur le rôle, hein, parce que si le rôle des médias c'est uniquement de favoriser leur modèle économique et de vendre du sensationnel, ça pose un problème aussi. On ne peut pas uniquement, on va dire, tapisser sur de l'émotion, etc. À un moment donné, il faut aussi qu'il y ait un traitement objectif de l'actualité. Il faut qu'il y ait, on va dire, une transparence dans l'information. Et puis, quelque part, chacun à son niveau, que ce soit les entreprises, le cercle familial, etc. Chacun à son niveau doit contribuer aussi à apporter cette culture générale. Mais le sujet est excessivement compliqué. Après, les algorithmes, il ne faut pas rêver, ils ne fonctionnent pas tout seuls, hein. Ils sont manipulés par des gens qui ont des intentions. Et ces mêmes gens-là, bah, c'est eux qu'il faut aussi traiter. Parce qu'après, l'algorithme, il exécute, on va dire, ce qu'on lui demande de faire. Et souvent, il le fait mieux que les humains, d'ailleurs. Voilà. Yes, thanks for your question. Oui, je pense que ceci revient à ce que j'ai dit précédemment. On ne parle pas ici de l'action humaine, de la formation de communauté, de faire partie de sous-cultures. Et la personnalisation était un aspect de la vie humaine. Donc depuis... mais la différence, c'est que des algorithmes très ciblés, il y a des algorithmes très ciblés. Par exemple, pendant les élections, vous êtes ciblé avec des nuages. C'est là où, vous savez, les entreprises vont vous dire qu'ils ont des équipes de sécurité, mais bien sûr, ce n'est pas suffisant pour cela. Donc, on n'a pas assez vu à s'élever. Toute personne ici qui travaille, qui connaît les médias sociaux, Twitter, Instagram, ce que l'on peut faire, c'est suivre un mot ou un sujet que vous ne vouliez pas, et d'un seul coup, vous allez avoir, vous allez être inondé de messages avec des spams, et ça, c'est très ciblé. Et donc, beaucoup dans les élections, les gens, vous savez, les gens sont considérés comme trop libéraux, mais quand ce manque de modération qui revient à la grande question par rapport à la modération. Parce que c'est un point important qui a été abordé, mais juste revenir dessus, au niveau de la régulation, le Digital Services Act, typiquement, il touche les grosses plateformes, ce qu'on appelle les VLOPS, les Very Large Online Platforms, en gros celles qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs. Et ce qu'on veut faire avec cette régulation-là, c'est de dire, bah voilà, je sais bien que votre modèle économique ne supporte pas ce genre de choses, mais quand même, c'est votre boulot, d'accord, de lutter contre la désinformation, de traiter les faux comptes, les fake news, etc. Et cette régulation s'est dotée de capacités de sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel. Et donc, quelque part, moi, ce que j'attends là, et c'est un vrai levier, c'est qu'à un moment donné, la main ne tremble pas quand il s'agit de mettre en place ces sanctions pour obliger les plateformes qui sont en dehors de tout contrôle, hein, en dehors de tout contrôle, pour les obliger à investir suffisamment pour lutter elles-mêmes contre la désinformation, parce que tout passe par ces plateformes. Alors, moi, ma main tremble. On a encore le temps pour une toute petite question. Une toute petite. Et une réponse courte.
Bonjour, merci à vous pour ces interventions très intéressantes. J'ai aimé quand vous avez parlé du fait que le fait d'être enfermé dans les bulles informationnelles, ça nous empêchait d'avoir une réalité commune en tant que citoyens. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'être un peu plus inventif, c'est-à-dire d'agir sur la technique? Est-ce qu'on ne peut pas donner quand même aux régulateurs plus de possibilités d'agir techniquement ou d'imposer techniquement des choses sur les algorithmes? Par exemple, je sais pas, imposer une randomisation obligatoire ou ce genre de solution technique. Est-ce que c'est à l'étude? Alors, une réponse très courte, s'il vous plaît. Alors, je pourrais en parler longtemps. Donc, très courte, oui. Et moi, j'appelle de mes voeux qu'il y ait beaucoup plus de partenariats public-privé. On a besoin que le régulateur et la puissance publique soient déterminés, définissent la stratégie, donnent les moyens légaux pour pouvoir traiter et acceptent de bosser avec les industriels du numérique parce que si on travaille ensemble, on a des moyens de contenir la menace. On a clairement des moyens de contenir la menace. Oui. Merci. Derval, do you want to add something? Je pense que, encore une fois, ça nous ramène au point de réglementation et la transparence. La transparence, c'est bien sûr à permettre aux entreprises et un notre partenaire. Là, il faudra des grands investissements en recherche universitaire, mais la transparence, c'est l'antidote. Je pense pas que les grandes amendes jouent parce qu'elles absorbent ce risque, elles absorbent ces coûts, mais c'est pour cela que même en tant que journaliste, je suis prudente. Merci beaucoup à Derval McDonald et à Cyril Malargé pour cette présentation et ces propositions.